Quand j'étais enceinte de 6 mois, j'ai hérité d'une maison de 5 millions de dollars après que mon mari est décédé dans un accident. 3 mois plus tard, j'ai accouché seule d'une petite fille à l'hôpital. Mais en rentrant de la maternité, épuisée et faible, j'ai eu un choc terrible. Mes propres parents avaient complètement pris possession de la maison. Alors que j'essayais d'entrer avec mon nouveau-né, ma mère cruelle m'a violemment frappé l'épaule avec un extincteur en hurlant « Tu ne vis plus ici ». Je suis tombée par terre, tenant mon nouveau-né, essayant de la protéger. J'ai crié de douleur alors que mon épaule se disloquait. Papa s'est penché sur moi et a dit « Cette maison est à nous maintenant. Dégage ». Ma sœur, qui était à l'intérieur, a ajouté « Certaines veuves ne méritent tout simplement pas de belles choses ». J'étais allongée sur le seuil, saignant et serrant mon bébé de quelques jours dans mes bras. Mais quand j'ai baissé les yeux sur le visage de mon bébé, j'ai figé de peur. Les papiers de sortie de l'hôpital se froissaient dans mes mains tremblantes alors que je me tenais sur ce qui était autrefois mon Porsche. 3 jours après l'accouchement, et chaque muscle de mon corps hurlait de fatigue. Ma fille, Grace, pesait à peine 3,2 kg dans mes bras, enveloppée dans la couverture rose pâle que la maternité nous avait donnée. La chaleur estivale pesait sur mes épaules, faisant coller ma chemise d'hôpital à mon dos sous la robe ample que j'avais enfilée ce matin-là. J'avais appelé avant de venir. Ma mère avait répondu d'un ton étrange, demandant quand exactement j'arriverais. Quelque chose me semblait déjà anormal, mais le chagrin et l'épuisement avaient émoussé mon instinct. Mon mari, Daniel, était mort depuis 3 mois. L'accident de voiture avait ravagé ma vie comme une tornade, me laissant enceinte, veuve, et soudainement propriétaire d'un immense domaine d'une valeur de 5 millions de dollars que sa grand-mère lui avait légué quelques semaines avant sa mort. La porte s'est ouverte avant que je puisse atteindre la poignée. Ma mère, Sandra, se tenait là, mais son visage n'avait rien de la chaleur dont j'avais désespérément besoin. Derrière elle, je pouvais voir mon père, Gérald, et ma sœur, Véronica, s'affairer dans ce qui aurait dû être mon salon. Des cartons étaient empilés contre les murs. De nouveaux meubles avaient remplacé ceux que Daniel et moi avions soigneusement choisis ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? Ma voix est sortie faible, à peine plus qu'un murmure. Les yeux de Sandra se sont posés sur le bébé dans mes bras, puis sont revenus sur mon visage. Nous avons fait quelques changements pendant que tu étais parti. Des changements ? J'ai fait un pas en avant, mais elle a bloqué l'entrée avec son corps. Maman, je viens d'accoucher. J'ai besoin d'entrer et de me reposer. Le médecin a dit. Ce n'est plus ta maison. Ces mots m'ont frappé comme une douche froide. Ton père et moi avons décidé que nous sommes plus à même de gérer cette propriété. J'ai éclaté de rire. Le son était hystérique, teinté d'incrédulité. La gérer ? Daniel m'a laissé cette maison. C'est à moi. Vous ne pouvez pas. L'extincteur est sorti de nulle part. Sandra l'avait attrapé du support mural juste à l'intérieur de la porte, et elle l'a balancé avec une force surprenante directement dans mon épaule gauche. L'impact a envoyé des éclairs de douleur atroces à travers tout mon corps. J'ai entendu quelque chose craquer, senti quelque chose se déchirer, et puis je suis tombée. Ma seule pensée était Grace. J'ai tordu mon corps en tombant, essayant d'atterrir sur mon côté droit, essayant de garder ma fille en sécurité. Le béton du Porsche a éraflé ma hanche et mon coude. Grace s'est mise à hurler, son petit visage devenant rouge de terreur et de confusion. Mon bras gauche pendait à un angle grotesque, complètement inutile. Le sang s'infiltrait à travers ma robe là où j'avais déchiré les points de ma césarienne. Le monde tournait en cercle nauséeux, mais j'ai gardé mon bras droit verrouillé autour de mon bébé. Lève-toi et sors d'ici. La voix de Gérald venait d'en haut. Il était sorti sur le Porsche, me regardant de haut avec ce qui aurait pu être de la satisfaction dans les yeux. Ce domaine nous appartient maintenant. Tu es en violation de propriété. Papa, s'il te plaît. Les larmes coulaient sur mon visage, se mêlant à la sueur et à la poussière. Je sors juste de l'hôpital. Je n'ai nulle part où aller. C'est ma maison. Daniel voulait que le bébé et moi ayons ça. Daniel est mort. Véronica est apparue derrière lui, les bras croisés sur sa poitrine.
Elle avait toujours été jalouse de mon mariage, de la vie confortable que Daniel m'avait offerte. Maintenant, ses lèvres s'étiraient en un sourire cruel. Certaines veuves ne méritent tout simplement pas de belles choses. Tu as eu de la chance d'épouser un riche, mais cette chance a tourné. J'ai essayé de me relever avec mon seul bras valide, mais la douleur de mon épaule a fait danser des points noirs devant mes yeux. Les pleurs de Grace avaient atteint un paroxysme, son petit corps tremblant contre le mien. Je devais l'emmener quelque part en sécurité, quelque part de propre. J'avais besoin de soins médicaux. J'avais besoin que ma famille m'aide. Au lieu de cela, on m'a claqué la porte au nez. Pendant plusieurs minutes, je suis restée allongée sur le porche, essayant de respirer à travers la douleur et de trouver quoi faire. Mon téléphone était dans le sac à langer, qui était tombé à quelques mètres de moi lorsque Sandra m'avait attaqué. Avec mon bras valide, je me suis traînée vers lui tout en gardant Grace pressée contre ma poitrine. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues d'agonie à travers mon corps. J'ai finalement réussi à attraper le sac et à en sortir mon téléphone. Mes doigts tremblaient si fort que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. Le sang avait imbibé tout le côté de ma robe. Maintenant, j'avais besoin d'une ambulance. J'avais besoin de la police. J'avais besoin que quelqu'un me dise que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais quand j'ai baissé les yeux sur le visage de Grace, quelque chose m'a fait marquer une pause. Ces traits n'allaient pas. Pas dans le sens où une nouvelle mère inquiète pourrait l'imaginer. Non, d'une manière qui a glacé mon sang malgré la chaleur estivale. J'avais passé des mois à regarder des photos d'échographie, à tracer les traits de Daniel dans mon esprit, à imaginer à quoi ressemblerait notre fille. Mais le nez de Grace était différent, petit et légèrement retroussé d'une manière que ni Daniel ni moi n'avions. Ses oreilles avaient une forme distincte avec une courbe particulière en haut qui semblait familière, mais je ne pouvais pas me souvenir où je l'avais vue auparavant. Et puis il y avait ses cheveux. Les fins cheveux foncés couvrant sa petite tête avaient une texture inhabituelle, ni tout à fait raide, ni tout à fait ondulée, mais quelque chose entre les deux qui ne ressemblait en rien aux cheveux raides de Daniel ou à mes boucles souples. Mon esprit, même embrumé par la douleur et l'épuisement, a commencé à relier des pièces que j'avais été trop endeuillée et enceinte pour remarquer auparavant. Les nuits tardives de Daniel au bureau avaient considérablement augmenté cette dernière année. La façon dont il était secret avec son téléphone, les conversations à voix basse qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce, les voyages d'affaires qui semblaient excessifs même pour son poste à la société d'investissement. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui me taraudait depuis le début de la grossesse. Daniel n'avait jamais voulu venir au rendez-vous chez le médecin. Il n'avait montré aucun intérêt pour les échographies, avait à peine regardé les photos. Il avait semblé presque révulsé lorsque j'avais essayé de lui faire sentir le bébé bouger. À l'époque, j'avais tout mis sur le compte du stress. La santé déclinante de sa grand-mère l'avait inquiété. L'héritage qu'il savait imminent l'avait rendu anxieux quant à la gestion d'une telle fortune. J'avais été compréhensive, solidaire, aveugle. Ma famille avait su. Ils devaient savoir quelque chose. La façon dont ils avaient tourné autour de Daniel ces derniers mois, les conversations privées entre lui et mon père, les regards étranges que Véronica me lançait quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Ils tournaient comme des vautours bien avant l'accident. L'accident lui-même commençait à ressembler moins à une tragédie qu'à une opportunité sous cette nouvelle lumière horrible. J'ai composé le 911 avec des doigts tremblants. En attendant l'ambulance, j'ai appelé la seule personne en qui je savais pouvoir avoir confiance, ma meilleure amie, Morgane, qui était hors de l'état pour le travail pendant mon accouchement. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, et l'inquiétude dans sa voix quand elle a entendu mon état a failli me briser complètement. « Reste en ligne avec moi », a-t-elle dit fermement. « Je suis à 10 minutes. »« Ne raccroche pas. » L'ambulance est arrivée la première et les ambulanciers ont immédiatement commencé à poser des questions auxquelles j'avais du mal à me concentrer pour répondre. L'un d'eux a examiné Grace attentivement tandis que l'autre stabilisait mon épaule et commençait une perfusion pour la perte de sang. Des policiers sont arrivés quelques instants plus tard, prenant des photos de mes blessures et de la scène. Ma mère a finalement ouvert la porte, jouant parfaitement le rôle du parent inquiet pour les autorités. « Agent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dû tomber dans les escaliers. Elle vient d'avoir un bébé.
Vous savez, les femmes en postpartum peuvent être si instables. Madame, je vais vous demander de reculer. L'officier plus âgé, dont le badge indiquait Bennett, a levé la main. Nous devrons parler à tout le monde dans la maison séparément. C'est notre maison, a insisté Gérald, venant se tenir à côté de Sandra. Nous vivons ici depuis 2 semaines. Notre fille était à l'hôpital. 2 semaines ? Les sourcils de l'agent Bennett se sont haussés. Et l'acte de propriété est au nom de qui ? C'est là que j'ai retrouvé ma voix, parlant par-delà les analgésiques que les ambulanciers m'avaient administrés. Au mien. La maison est à mon nom. Je l'ai héritée de mon défunt mari il y a 3 mois. J'ai les papiers dans mon bureau à l'étage. Ces personnes sont mes parents et ma sœur. Ils étaient censés rester ici temporairement pour aider à préparer l'arrivée du bébé. L'expression sur le visage de Sandra était impayable. Elle s'attendait à ce que je sois trop faible, trop confuse, trop traumatisée pour riposter immédiatement. Elle avait sous-estimé à quel point la fureur pouvait brûler à travers la douleur et le chagrin. Morgane est arrivée alors qu'on me chargeait dans l'ambulance. Elle a jeté un coup d'œil à la situation et a immédiatement dit aux officiers qu'elle porterait plainte en mon nom pour agression et expulsion illégale. Morgane était l'avocate d'affaires, et bien que ce ne soit pas exactement sa spécialité, elle avait des ressources et des relations. Elle avait aussi un instinct protecteur féroce qui la rendait terrifiante quand quelqu'un qu'elle aimait était menacé. « Je viens avec vous à l'hôpital », a-t-elle dit aux ambulanciers, grimpant dans l'ambulance sans attendre la permission. Et ensuite, nous allons régler ça. La 2e visite à l'hôpital en 3 jours était surréaliste. Les médecins des urgences étaient horrifiés par ce qui s'était passé, surtout compte tenu de mon état postpartum vulnérable. Mon épaule a nécessité une intervention chirurgicale pour réparer les dommages causés par l'attaque de Sandra. L'incision de la césarienne, déchirée, a également nécessité une réparation immédiate. Le médecin des urgences était furieux que j'aie été soumise à une telle violence si peu de temps après une chirurgie abdominale majeure. Ils m'ont gardé 5 jours cette fois-ci, surveillant les infections et s'assurant que les 2 sites chirurgicaux guérissaient correctement. Les services de protection de l'enfance sont venus voir Grace, mais la présence de Morgane et les preuves évidentes de ce qui s'était passé les ont empêchés d'envisager de me la retirer. Une assistante sociale nommée Patricia a pris des notes détaillées et a promis d'inclure l'agression de ma famille dans toute enquête en cours. Pendant que j'étais en chirurgie, Morgane n'avait pas chômé. Elle avait contacté un avocat spécialisé en droit immobilier nommé Malcolm Reeves, qui nous a rencontrés à l'hôpital le lendemain matin avec une pile de documents. Elle avait également contacté l'ancien employeur de Daniel et obtenu l'accès à ses dossiers de bureau, qu'il gardait pour moi en tant que sa bénéficiaire. Ce que nous avons trouvé dans ces dossiers a tout changé. Daniel n'avait pas seulement une liaison. Il détournait de l'argent de son entreprise, le cachant sur des comptes offshore, et prévoyait de disparaître. Il avait obtenu de faux documents, créé de nouveaux dossiers bancaires et mis en place une vie complètement séparée aux îles Caïmans. Mais c'est là que ça devenait vraiment tordu. Ma famille était au courant. C'était avec Véronica qu'il s'enfuyait. La liaison durait depuis près de 2 ans, bien avant que je ne tombe enceinte. Ils avaient prévu de partir ensemble, de prendre l'argent de l'héritage et de recommencer à zéro dans un endroit tropical où l'extradition était compliquée. L'accident avait fait dérailler leur plan. Daniel est mort. Véronica s'est retrouvée sans issue de secours, et ma famille a soudain réalisé que le domaine de 5 millions de dollars était légalement à moi, alors ils ont décidé de le prendre quand même. Malcolm a trouvé les preuves dans les dossiers de Daniel, des emails entre lui et Véronica discutant de leur plan, datant de près de 2 ans. Des SMS avec Gérald sur la façon de me gérer après la naissance du bébé. Même un enregistrement vocal où Sandra discutait de me faire déclarer mentalement incompétente en raison d'une dépression postpartum afin qu'il puisse prendre le contrôle du domaine en tant que ma famille inquiète. L'attaque à l'extincteur n'avait pas été un accès de rage spontané. C'était leur plan B, car j'étais rentrée plus tôt que prévu et ils n'avaient pas fini de construire les fausses preuves de résidence qu'ils fabriquaient. Le visage de Morgane en apprenant tout cela était absolument terrifiant. Nous allons les anéantir, dit-elle doucement. Légalement, de manière exhaustive et complète. L'assaut juridique a été rapide.
Malcolm a demandé une ordonnance de protection d'urgence, qui a été accordée immédiatement compte tenu de l'agression documentée et de ma condition vulnérable. La police a obtenu un mandat pour perquisitionner la maison sur la base des preuves de fraude, et ils ont trouvé encore plus de matériel incriminant. Ma famille avait falsifié des documents, créé de faux baux et transféré de l'argent des comptes du domaine vers les leurs. Gérald avait même réussi à voler 200 000 $ avant que les banques ne s'en aperçoivent et ne gèlent tout. Ils avaient prévu de vider complètement les comptes avant que je puisse les arrêter. Les accusations criminelles se sont accumulées. Agression, tentative de vol, fraude, faux et usage de faux, usurpation d'identité et complot. Le procureur de la République était particulièrement intéressé par l'affaire en raison de la planification élaborée et de la vulnérabilité de la victime. Une veuve enceinte se remettant de la mort de son mari constituait une plaignante très sympathique. Mais je voulais plus que la justice pénale. Je voulais qu'il comprenne ce qu'il m'avait pris. Grace n'était pas la fille biologique de Daniel. Le test ADN que Morgan a insisté pour que je fasse l'a confirmé. Le timing avait du sens maintenant. Daniel s'était retiré émotionnellement juste au moment où j'étais tombée enceinte. Il n'avait jamais voulu d'enfant, avait même semblé angoissé quand je lui avais annoncé la bonne nouvelle. C'est parce qu'il prévoyait de partir, et un bébé compliquait tout. Ce qui signifiait que le père de Grace était quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui j'avais été pendant une brève séparation que Daniel et moi avions traversée environ 1 an avant sa mort. Nous avions été séparés pendant 2 semaines, et je pensais que notre mariage était plus fort pour avoir surmonté cette tempête. Maintenant, je réalisais que Daniel était revenu parce que Véronica n'était pas tout à fait prête à partir, et il avait besoin de maintenir les apparences. Pendant ces 2 semaines de séparation, j'avais renoué avec un vieil ami d'université, Tyler Chen. Nous avions étudié ensemble à la bibliothèque, pris un café quelquefois, et notre amitié s'était transformée en quelque chose de plus lors d'une soirée bien arrosée dans son appartement. Ça avait été une nuit de réconfort pendant une période douloureuse, rien de plus. Quand Daniel et moi nous sommes réconciliés, j'ai dit honnêtement à Tyler que je devais essayer de sauver mon mariage. Il avait parfaitement compris et avait déménagé à Portland peu de temps après pour une opportunité de carrière en photographie. Je n'avais jamais parlé à Daniel de cette nuit avec Tyler. La réconciliation s'était produite si rapidement, et en parler semblait saboter notre seconde chance. Maintenant, je comprenais que Daniel avait probablement été avec Véronica pendant cette même séparation, probablement plusieurs fois. Ma seule nuit de réconfort était dérisoire comparée à sa liaison de plusieurs mois. La grossesse était arrivée juste après que Daniel et moi nous soyons remis ensemble. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais si j'étais honnête avec les dates, vraiment honnête, cette nuit avec Tyler avait eu lieu exactement au bon moment. Je m'étais simplement convaincue que le bébé était de Daniel parce que c'est ce que j'avais besoin de croire. Apprendre la vérité sur la paternité de Grace m'a forcé à affronter des souvenirs que j'avais enfouis sous des couches de deuil et de mode de survie. Cette séparation avec Daniel était arrivée parce que je l'avais surpris à être distant et secret. Il avait prétexté le stress du travail, et je l'avais cru parce que je voulais le croire. 2 semaines de séparation étaient censées nous donner du recul. Au lieu de cela, cela lui avait donné du temps avec Véronica pendant que je me connectais brièvement avec quelqu'un de sincère. L'ironie la plus cruelle était que Daniel avait probablement soupçonné que Grace n'était pas de lui. Le timing aurait été évident pour lui. Nous nous étions réconciliés. J'étais tombée enceinte presque immédiatement, ou du moins c'est ce qui semblait. Mais cette seule nuit avec Tyler avait eu lieu juste à la fin de notre séparation. Et si Daniel avait prêté attention au timing de mon cycle, il aurait su. Pourtant, il n'avait jamais rien dit, ne m'avait jamais confronté, parce que le faire aurait exposé sa propre liaison et fait dérailler ses plans d'évasion. Il m'a laissé croire que nous reconstruisions notre mariage tout en planifiant activement de m'abandonner. Le niveau de calcul dans cette tromperie me donnait la chair de poule. Morgan a trouvé de vieux relevés de cartes de crédit montrant que Daniel avait loué un appartement en ville pendant les mois précédant sa mort. Un nid d'amour pour lui et Véronica, payé avec de l'argent qu'il siphonnait de son entreprise. Ils construisaient leur avenir ensemble pendant que je préparais une chambre d'enfant et choisissais des prénoms de bébés, complètement inconsciente. La gérante de l'immeuble se souvenait d'eux.
Un couple magnifique, avait-elle dit lorsque Morgan l'avait interrogé. Ils semblaient toujours si heureux ensemble. Elle m'a dit qu'ils étaient fiancés. Véronica avait porté ma vie comme un costume, l'essayant pour voir si la taille convenait, tout en planifiant de s'y installer de manière permanente. La bague de fiançailles que Daniel était censé avoir commandée pour leur nouveau départ était identique à la mienne, juste avec un diamant plus gros. Même dans la trahison, ma sœur était compétitive. J'ai passé des semaines dans un brouillard après ces révélations, agissant mécaniquement pour nourrir Grace et assister à la kinésithérapie pour mon épaule. La blessure avait nécessité 2 opérations au total, et les médecins m'ont prévenu que je pourrais ne jamais retrouver une amplitude de mouvement complète. Chaque fois que je luttais pour soulever ma fille ou attacher son siège auto, je pensais au visage de Sandra à ce moment-là, juste avant qu'elle ne balance l'extincteur. Elle avait l'air triomphante. La thérapeute que Morgan a insisté pour que je voie était une femme nommée Dr Lydia Foster, spécialisée dans la guérison des traumatismes. Elle ne m'a pas poussée à parler avant que je ne sois prête, restant simplement assise en silence pendant que je tenais Grace et regardais par la fenêtre de son bureau pendant les 3 premières séances. Votre famille ne vous a pas seulement volé, a finalement dit le docteur Foster lors de notre 4e rencontre. Ils ont volé votre réalité. Tout ce que vous croyez sur les personnes les plus proches de vous s'est révélé faux. C'est un type de deuil particulier. Elle avait raison. Je pleurais ma famille plus que je ne pleurais Daniel. Au moins avec lui, je n'avais perdu que 2 ans d'une fausse réconciliation. Avec Sandra, Gérald et Véronica, j'avais perdu toute mon enfance, chaque souvenir de vacances, chaque moment où je pensais qu'ils m'aimaient. Tout était maintenant souillé par la connaissance qu'ils avaient été capables de ce niveau de cruauté. La maison semblait hantée par la trahison. Je traversais les pièces et me souvenais des dîners de famille où ils avaient souri et ri, tout en discutant probablement de la façon de me voler jusqu'au dernier sou. La chambre d'amis où Véronica avait séjourné lors de ses visites semblait maintenant sinistre, sachant qu'elle avait couché avec mon mari sous mon propre toit. Avait-il ri de moi? Avait-il eu pitié de moi pour ma confiance aveugle? Morgan a pratiquement emménagé pendant ces semaines sombres. Elle travaillait depuis ma table de cuisine, gérant ses dossiers d'entreprise entre 2 moments où elle me forçait à manger et s'assurait que je prenais une douche. C'est elle qui se levait avec Grace pendant les nuits où je me réveillais de cauchemars de l'agression, l'épaule lancinante et le cœur battant la chamade. Tu vas survivre à ça, m'a dit Morgan fermement une nuit où j'avais complètement craqué, sanglotant que je ne pouvais pas faire ça seule. Tu vas y survivre parce que tu es déjà en train de survivre. Chaque jour où tu te lèves et prends soin de Grace, tu gagnes. Le retrouver a demandé des efforts, mais Morgan était implacable. Nous l'avons trouvé grâce à son site de photographie, et j'ai passé l'appel le plus difficile de ma vie. Tyler méritait de savoir qu'il avait une fille. Il méritait de pouvoir choisir d'être ou non impliqué dans sa vie. Sa réaction m'a surprise. Après le choc initial, Tyler est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Je reviens. Si tu es d'accord, j'aimerais la rencontrer. J'aimerais aider. » Le soulagement que j'ai ressenti en entendant ces mots était immense. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais eu peur qu'il rejette Grace, qu'il la voie comme une erreur ou un fardeau. Daniel m'avait appris à attendre la déception de la part des hommes. L'acceptation immédiate de Tyler était comme de l'eau fraîche sur une peau brûlée. Il est revenu en avion en 3 jours. Je l'ai accueilli à l'aéroport avec Grace attachée sur ma poitrine dans un porte-bébé, mon épaule toujours dans une attelle de stabilisation. Au moment où il nous a vus, tout son visage s'est transformé. Il s'est approché lentement, comme s'il avait peur de nous effrayer, et a demandé la permission avant de toucher doucement la petite main de Grace. Elle a mon nez, a-t-il murmuré, la voix épaisse d'émotion. Et les oreilles de ma mère, tu vois cette courbe en haut? C'est un trait de la famille Chen. Je n'arrive pas à croire qu'elle est à moi. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli manquer ça. L'entendre identifier les traits que j'avais remarqués sur le porche a tout mis en place. Ces détails qui semblaient déplacés pour l'enfant de Daniel avaient un sens parfait pour celle de Tyler. Grace avait même la même légère ondulation dans ses cheveux que Tyler, visible maintenant que ses cheveux de nouveau-né poussaient plus abondamment. Nous avons pris un café au café de l'aéroport et je lui ai tout raconté.
L'agression, la trahison, les batailles juridiques à venir. Tyler a écouté sans interrompre, son expression s'assombrissant à mesure que l'histoire se déroulait. Quand j'ai eu fini, il a tendu la main sur la table et a pris ma main non blessée. « Je suis là maintenant », a-t-il dit simplement. « Quoi que tu aies besoin, peu importe comment je peux aider. Je sais qu'on se connaît à peine maintenant, et je n'essaie pas de me précipiter, mais Grace mérite mieux qu'un père absent. Vous méritez toutes les deux mieux que ce que vous avez traversé. » Les semaines qui ont suivi ont établi un rythme auquel aucun de nous ne s'attendait. Tyler avait pris un poste à distance avec sa société de photographie basée à Portland, ce qui lui permettait de travailler de n'importe où. Il a trouvé un appartement à 15 minutes du domaine, assez proche pour être impliqué quotidiennement, mais assez loin pour me laisser de l'espace pour tout digérer. Le rencontrer à nouveau était à la fois étrange et réconfortant. Je ne peux pas remplacer son père, a dit Tyler prudemment, tenant Grace avec une confiance surprenante pour quelqu'un qui venait d'apprendre sa paternité. Mais j'aimerais être son papa, si ça a du sens. Et j'aimerais t'aider de toutes les manières possibles. Cette offre m'a fait pleurer, ce qui semblait être mon état par défaut ces jours-là. Entre les hormones, la douleur, la trahison et maintenant cette gentillesse inattendue, j'étais un désordre émotionnel. Mais Tyler m'a juste tendu des mouchoirs et a continué à bercer doucement Grace, fredonnant quelque chose de doux et mélodieux. Les procédures judiciaires contre ma famille ont avancé avec une efficacité brutale. Malcolm a intenté des poursuites civiles pour l'argent volé, le préjudice moral et la perte de consortium. Les procès pénaux étaient prévus pour dans 14 mois, en octobre de l'année suivante, ce que Malcolm a expliqué être en fait une procédure accélérée compte tenu de la gravité et de la complexité des accusations. En attendant, ma famille avait l'interdiction de s'approcher de moi ou de Grace, et ils ont tous été arrêtés lorsqu'ils ont violé cette ordonnance en se présentant à mon rendez-vous de kinésithérapie. Avant cette arrestation, cependant, ils ont essayé plusieurs fois de me contacter. Des lettres arrivaient quotidiennement au début, chacune plus désespérée que la précédente. Celles de Sandra étaient des chefs-d'œuvre de manipulation, alternant entre des excuses larmoyantes et des culpabilisations subtiles sur le fait d'abandonner sa famille. Celle de Gérald était plus courte, plus colérique, exigeant que j'abandonne les charges parce que la famille ne se détruit pas. L'hypocrisie était stupéfiante. Les lettres de Véronica étaient les plus dérangeantes. Elle essayait de réécrire l'histoire, prétendant que Daniel l'avait poursuivie, qu'elle avait été victime de sa manipulation. Elle suggérait que nous pourrions travailler ensemble contre sa mémoire. Les sœurs unies contre l'homme qui nous a toutes les deux trompées. Le délire dans ses paroles était presque effrayant. Elle semblait sincèrement croire que j'avais oublié qu'elle avait activement prévu de m'aider à être déclarée folle et à voler l'héritage de mon enfant. Malcolm m'a conseillé de garder chaque lettre comme preuve de leur harcèlement continu et de leur manque de remords sincères. Il construisait mon dossier pour moi à chaque tentative désespérée de manipulation. La violation à mon rendez-vous de kinésithérapie s'est produite un mardi matin en août. Je travaillais avec mon thérapeute sur des exercices de mobilité de l'épaule lorsque la réceptionniste est entrée en courant, le visage pâle, disant que ma famille était dans la salle d'attente et exigeait de me voir. Tyler, qui surveillait Grace dans un coin de la salle de thérapie, s'est immédiatement interposé entre la porte et moi. La sécurité avait déjà été appelée, mais Gérald a fait irruption avant leur arrivée. Il a attrapé mon bras, le blessé, et la douleur a explosé dans mon épaule. J'ai crié, me dégageant de lui, et c'est là que Tyler est intervenu. Il n'a pas donné de coup de poing, n'a pas escaladé la violence, mais il a physiquement empêché Gérald de s'approcher pendant que le thérapeute appuyait sur le bouton d'urgence. Sandra et Véronica avaient été retenues dans la salle d'attente par la réceptionniste et un autre patient, mais leur voix résonnait dans tout le bâtiment. Sandra se lamentait à propos de sa petite fille, de ses droits, de la façon dont je la tenais éloignée de sa famille. Véronica menaçait d'intenter une action en justice, criant à l'aliénation parentale et aux fausses accusations. La police est arrivée en 4 minutes. Les images de surveillance des caméras du bâtiment médical ont tout enregistré. L'agression de Gérald, l'hystérie de Sandra, les menaces de Véronica. Leur caution a été immédiatement révoquée.
Les regarder être emmenés me noter pendant que je me tenais là avec Tyler tenant Grace a été comme la première vraie respiration que j'avais prise depuis l'accident de Daniel. Morgan m'a aidé à réemménager officiellement dans ma maison. Nous avons changé toutes les serrures, installé un système de sécurité qui ferait pâlir d'envie Fort Knox, et fait venir des nettoyeurs pour enlever toute trace de l'occupation de ma famille. Tyler passait la plupart de ses journées à la maison, m'aidant avec Grace et s'assurant que je guérissais correctement. « Tu n'as pas à faire ça », lui ai-je dit un soir alors que nous donnions le bain à Grace ensemble. « Tu me connais à peine. Ce n'est pas ta responsabilité. » Tyler m'a regardé avec ses yeux verts dont Grace avait hérité, et son expression était douce mais ferme. « C'est ma fille. Cela fait d'elle exactement ma responsabilité. Et tu es sa mère, ce qui signifie que t'aider, c'est l'aider. » Et puis, il a souri légèrement, « J'aime être ici. » C'est d'accord ? C'était plus que d'accord. C'était exactement ce dont j'avais besoin, même si je n'aurais jamais pu prédire ce chemin particulier que ma vie prendrait. Le procès pénal de ma famille a eu lieu en octobre, plus d'1 an après l'agression. J'ai témoigné sur l'agression, sur mon retour à la maison vulnérable et épuisé avec un nouveau-né, sur le fait d'avoir été attaqué par ma propre mère. L'accusation a montré au jury des photos de mes blessures, a fait écouter l'enregistrement de l'appel au 911 et a présenté toutes les preuves de leur tentative de vol et de fraude. Passer à la barre a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Les avocats de la défense ont essayé de me dépeindre comme une fille méprisée, exagérant les événements, comme une nouvelle mère instable dont les hormones postpartum avaient déformé sa perception d'un simple désaccord familial. Ils ont suggéré que j'étais tombée sur les marches du porche à cause de l'épuisement et que j'avais blâmé ma mère dans mon état de confusion. Mais Malcolm m'avait préparé minutieusement. Il m'avait prévenu de toutes les tactiques qu'ils utiliseraient, de toutes les tentatives pour discréditer mon témoignage. Lorsque l'avocat de la défense m'a demandé si j'étais certaine que ma mère m'avait intentionnellement frappée avec un extincteur, j'ai regardé directement le jury et j'ai décrit l'expression sur le visage de Sandra à ce moment-là. Le calcul dans ses yeux, l'élan délibéré avant le coup, la façon dont elle avait visé spécifiquement mon épaule blessée. Ma mère est une joueuse de tennis, ai-je dit clairement. Elle a une excellente visée et un excellent contrôle. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle m'a frappé alors que je tenais mon bébé de 3 jours. L'accusation a ensuite montré les dossiers médicaux documentant mes blessures, y compris les notes du chirurgien décrivant les dommages importants qui ont nécessité une réparation immédiate. Le médecin a témoigné que le type de blessure était compatible avec un coup délibéré d'un objet lourd, et non une chute. L'angle de l'impact, la force requise, l'emplacement spécifique, tout indiquait une agression, pas un accident. Tyler a également témoigné, décrivant l'état dans lequel il m'avait trouvé pendant ces premières semaines, les cauchemars et les crises de panique, la façon dont je sursautais aux mouvements brusques. Son témoignage était puissant car il n'avait aucune raison de mentir. Il me connaissait à peine lorsque l'agression s'est produite, n'avait aucun intérêt dans l'issue du procès, si ce n'est le bien-être de sa fille. Le témoignage de Morgan s'est concentré sur les crimes financiers et la planification détaillée qu'elle avait découverte. Elle a guidé le jury à travers les emails, les SMS et les documents falsifiés avec la précision de l'avocate d'affaires qu'elle était. À la fin de son intervention, les affirmations de la défense sur un malentendu et une mésentente familiale paraissaient absurdes. Le moment qui a scellé leur sort est arrivé lorsque l'accusation a fait écouter un message vocal que Gérald avait laissé sur le téléphone de Daniel 2 semaines avant l'accident. Il l'avait récupéré des serveurs de sauvegarde pendant l'enquête. Dans ce message, Gérald parlait d'accélérer les choses et de s'assurer que tout se transférerait sans problème, d'une manière qui sonnait de façon troublante comme s'ils avaient planifié la mort de Daniel. La défense s'est opposée avec véhémence, mais le juge l'a autorisé comme preuve de complot et d'intention. Le jury a entendu la voix de Gérald discuter de la police d'assurance vie de Daniel, de la valeur du domaine et du fait que les accidents arrivent tout le temps, sur un ton qui a mis tout le monde dans la salle d'audience mal à l'aise. Je n'avais aucune idée de l'existence de cet enregistrement jusqu'à ce que l'accusation le diffuse au tribunal. L'entendre m'a rendu physiquement malade. Avait-il tué Daniel ? Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve d'acte criminel dans l'accident de voiture.
Des témoins ont confirmé qu'un conducteur ivre avait brûlé un feu rouge et percuté le véhicule de Daniel. Mais le timing, la planification, la façon dont ma famille était positionnée pour fondre sur la situation immédiatement après sa mort, tout cela semblait trop commode. L'accusation ne pouvait pas prouver le meurtre, mais elle pouvait prouver un complot étendu pour commettre une fraude et un vol. Elle pouvait prouver une agression avec une arme mortelle. Elle pouvait prouver que ma famille avait prévu de me faire déclarer incompétente et de m'interner pour pouvoir contrôler le domaine. Véronica a tenté de prétendre qu'elle avait été manipulée par Daniel, qu'elle était aussi une victime. Mais les emails prouvaient qu'elle avait été une participante enthousiaste à tout le stratagème. C'était même elle qui avait suggéré de me faire déclarer incompétente. Elle avait fait des recherches sur la façon de déclencher les symptômes de la psychose postpartum par le stress et la privation de sommeil. Ses propres mots l'ont condamnée plus efficacement que n'importe quel procureur n'aurait pu le faire. La défense de Sandra était qu'elle avait essayé de protéger les actifs familiaux, qu'elle n'avait pensé qu'à l'avenir de Grace, mais agresser une femme tenant un bébé de 3 jours faisait très mauvaise impression. Et le jury a vu clair dans sa tentative de justification. Gérald a prétendu qu'il avait suivi les ordres de sa femme, jouant la carte du mari dominé. Personne ne l'a cru, surtout après que l'accusation a révélé que c'était lui qui gérait les fonds volés et mettait en place les comptes offshore. Les verdicts sont tombés, coupable sur tous les chefs d'accusation pour les 3 accusés. Sandra a écopé de 8 ans pour agression et complot. Gérald a eu 12 ans pour les crimes financiers et son rôle de meneur. Véronica a eu 10 ans, le juge notant la manipulation de la confiance de sa propre sœur comme une circonstance aggravante. Je n'ai rien ressenti en les regardant être condamnés. Aucune satisfaction, aucun chagrin, aucune colère, juste un vide là où se trouvait autrefois ma famille. Tyler a tendu la main et a serré la mienne, et Morgan s'est assise de l'autre côté avec son bras autour de mes épaules. Ils étaient ma famille maintenant, avec Grace. Le sang ne signifiait rien comparé à la loyauté et à l'amour. Les poursuites civiles ont abouti à la restitution intégrale de l'argent volé, plus des dommages et intérêts importants pour préjudice moral. Malcolm avait été impitoyable en documentant chaque séance de thérapie, chaque cauchemar, chaque crise de panique que j'avais subie. Le jury m'a accordé 3 millions de dollars au-delà des fonds restitués, qui seraient payés par les actifs de ma famille, y compris leur maison, leur voiture et leur compte de retraite. Ils n'auront rien en sortant de prison, m'a dit Malcolm après le verdict. Ils repartiront de zéro s'ils ont de la chance. Bien. Qu'ils comprennent ce que c'était que de tout perdre. Tyler et moi avons pris notre temps, mais quelque chose grandissait entre nous qui semblait sincère et juste. Il m'a demandé en mariage 18 mois après la naissance de Grace, le jour anniversaire de son retour pour rencontrer sa fille. La bague était simple. La demande a eu lieu dans notre cuisine pendant que Grace jetait des céréales depuis sa chaise haute, et j'ai dit oui sans hésitation. Apprendre à faire confiance à nouveau après une trahison aussi profonde a été un voyage mesuré en petits moments. Tyler n'a jamais poussé, n'a jamais exigé plus que ce que je pouvais donner. Il était présent de manière constante, fiable, de manières qui ont progressivement reconstruit ma foi en l'humanité. Quand il disait qu'il serait à la maison à 18h, il arrivait à 17h55. Quand il promettait de s'occuper du rendez-vous chez le médecin de Grace, je n'avais jamais à le lui rappeler. Les actes plutôt que les mots, la constance plutôt que les grands gestes. La demande en mariage elle-même était parfaitement imparfaite. Nous préparions le dîner ensemble, Tyler s'occupant des pâtes pendant que j'essayais de nourrir Grace, qui était bien plus intéressée à lancer de la nourriture à travers la cuisine qu'à la manger. Tyler me parlait d'un travail de photographe qu'il avait refusé parce qu'il aurait nécessité de voyager, et je lui ai dit qu'il n'avait pas à sacrifier sa carrière pour nous. Il a posé une cuillère, s'est essuyé les mains sur une serviette et s'est agenouillé là, sur le sol de notre cuisine saupoudrée de farine. « Je ne sacrifie rien », a-t-il dit. C'est ce que je veux. Toi et Grace, c'est ce que je veux. Je sais que nous avons commencé à l'envers et je sais que tu as toutes les raisons d'être prudente, mais je t'aime. J'aime être ici. J'aime être nous. Veux-tu m'épouser ? La boîte à bagues qu'il a sortie de sa poche était légèrement écrasée pour s'être assis dessus plus tôt. Il la portait depuis 2 semaines, attendant le bon moment qui ne s'était jamais matérialisé.
Grace a poussé un cri de joie et a applaudi, jetant encore plus de céréales en guise de célébration, et j'ai ri en pleurant et en disant oui encore et encore. Morgan a crié si fort quand je l'ai appelé que Tyler l'a entendu de l'autre bout de la pièce. Elle est arrivée 30 minutes plus tard avec du champagne et une liste d'organisateurs de mariage déjà ouverte sur son téléphone. On va faire ça bien, a-t-elle déclaré. Pas de stress, pas de drame, juste de la joie. Tu mérites la joie. Planifier le mariage est devenu un exercice de reconquête du bonheur. Chaque choix a été délibérément fait pour refléter nos préférences réelles, et non ce que la tradition ou les attentes familiales dictaient. Nous avons choisi une petite cérémonie parce que nous voulions de l'intimité, pas parce que nous nous cachions. Nous avons choisi notre lieu, le jardin du domaine, parce qu'il était beau et significatif pour nous, pas parce qu'il était cher ou impressionnant. Les parents de Tyler sont venus 2 semaines avant le mariage pour aider aux préparatifs et passer du temps avec Grace. Sa mère, Janet, était tout ce que Sandra n'avait pas été. Chaleureuse, solidaire, sincèrement gentille. Elle a pleuré la première fois qu'elle a tenu Grace, submergée par la petite fille qu'elle pensait ne jamais avoir. Tyler était fils unique, et Janet s'était faite à l'idée que les petits-enfants ne faisaient pas partie de son avenir. Merci, m'a-t-elle murmuré un soir alors que nous adressions les invitations ensemble, d'avoir inclus Tyler dans sa vie, de lui avoir donné cette chance. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Je lui ai parlé de l'agression, de la trahison, de tout. Elle a écouté avec des larmes coulant sur son visage, puis m'a serré dans ses bras avec précaution, consciente de mon épaule encore en guérison. Vous faites partie de notre famille maintenant, a-t-elle dit avec férocité. Toutes les deux, et nous protégeons notre famille. Le père de Tyler, Robert, était plus calme, plus réservé, mais je voyais son amour dans ses actions. Il a installé de nouvelles serrures dans toute la maison sans qu'on le lui demande. Il a fait des recherches et commandé un système de sécurité de pointe. Il m'a appris des mouvements de base d'autodéfense adaptés à ma mobilité limitée de l'épaule. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence était comme un mur de forteresse entre nous et toute menace. Avoir des exemples de familles fonctionnelles et saines autour de Grace a commencé à guérir quelque chose en moi que je n'avais pas réalisé être brisé. Regarder Janet aider patiemment Grace avec un puzzle. Voir Robert construire une maison de poupée avec un soin méticuleux. Observer comment les parents de Tyler communiquaient avec respect et affection, cela m'a montré ce qui m'avait manqué toute ma vie. Le docteur Foster l'a souligné lors d'une de nos séances. Vous apprenez ce qu'est l'amour sain, a-t-elle dit. Pas l'amour transactionnel et conditionnel que votre famille de naissance a montré, mais un soin authentique sans condition. C'est transformateur. Le jour du mariage est arrivé avec un temps parfait de septembre. Morgan était ma demoiselle d'honneur. Grace était la demoiselle d'honneur, bien qu'à 18 mois, elle ait surtout couru dans l'allée en riant. La maison est devenue un foyer. Nous avons rénové la chambre principale, effaçant toute trace de ma vie avec Daniel. Nous avons transformé l'une des chambres d'amis en studio de photographie de Tyler. Nous avons planté des roses dans le jardin et installé une balançoire pour Grace. Chaque changement a aidé à guérir une autre cicatrice. Ma famille a envoyé des lettres de prison. Celle de Sandra était pleine d'excuses et de conversions religieuses, affirmant qu'elle avait trouvé Dieu et voulait le pardon. Celle de Gérald était amère et accusatrice, me blâmant pour leur incarcération. Véronica a commencé par se justifier et a fini par un appel désespéré à l'argent pour l'aider dans ses recours. J'ai brûlé les 3 lettres sans répondre. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient regardé une veuve enceinte en deuil et n'y avaient vu qu'un obstacle à la richesse. Ils m'avaient agressé alors que je tenais ma fille nouveau-née. Ils avaient prévu de me faire déclarer folle et internée. Le pardon n'était pas quelque chose que je leur devais. Grace a eu 3 ans l'été précédant les premières audiences de libération conditionnelle de ma famille. Elle appelait Tyler « papa » et n'avait aucun souvenir du chaos entourant sa naissance. Elle aimait peindre et danser, et le petit chat blanc que nous avions adopté au refuge. Elle était heureuse, en bonne santé et complètement inconsciente du fait qu'elle avait failli être élevée par des monstres. Morgan est venue pour la fête d'anniversaire de Grace, amenant sa nouvelle petite amie et suffisamment de cadeaux pour remplir un petit magasin. Tu as des nouvelles d'eux,
a-t-elle demandé nonchalamment pendant que nous regardions Grace ouvrir ses cadeaux dans le jardin. Ils écrivent parfois. Je ne les lis plus. Bien. Morgan a pris une gorgée de son vin. Il ne mérite même pas autant de ton énergie. Tyler est venu derrière moi, m'enlaçant par la taille et posant son menton sur mon épaule. C'est l'heure du gâteau, a-t-il demandé. C'est l'heure du gâteau, ai-je acquiescé, m'adossant contre lui. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire » pendant que Grace rebondissait avec enthousiasme sur sa chaise. Elle a soufflé ses bougies avec l'aide de Tyler, faisant un vœu qui, je l'espérais, impliquait des cadeaux et de la glace. Le soleil du soir dorait tout, et le domaine qui avait failli m'être volé était rempli de rire et d'amour. Mes 3 membres de ma famille se sont vus refuser la libération conditionnelle. Le comité a cité le manque de remords, le risque élevé de récidive et la gravité de leurs crimes. Ils seraient à nouveau éligibles dans 2 ans, mais Malcolm avait déjà préparé des déclarations et des preuves à présenter à ses audiences également. Nous les combattrions à chaque fois jusqu'à ce qu'ils purgent leur peine maximale. Parce que certaines trahisons étaient impardonnables. Certaines blessures laissaient des cicatrices qui ne s'effaçaient jamais. Et certaines personnes méritaient exactement ce qu'elles avaient obtenu. Rien que les conséquences de leur propre cruauté. Un soir, 5 ans après ce jour horrible où Sandra m'avait attaqué, je me tenais sur mon porche. Le même porche où j'avais jaillesse, saignante, avec ma fille nouveau-née. Maintenant, je regardais Grace jouer dans le jardin avec Tyler. Tous deux riant en chassant les papillons à travers le jardin. La maison était à moi. Ma famille était réelle, choisie et en sécurité. Ma fille avait un père qui l'aimait farouchement. Ma meilleure amie vivait à 10 minutes et venait dîner 2 fois par semaine. Ma vie était exactement ce que j'avais construit sur les cendres de la trahison et de la perte. Et quelque part, dans différentes prisons à travers l'État, 3 personnes qui partageaient mon ADN apprenaient que le sang ne signifiait rien sans amour, et que la famille ne signifiait rien sans loyauté. Je ne leur ai pas pardonné. Je n'ai pas prié pour leur rédemption. Je n'ai plus gaspillé d'énergie dans la haine. J'ai simplement bien vécu, aimé profondément et veillé à ce que chaque jour, Grace sache qu'elle était chérie par des gens qui ne la verraient jamais autrement que comme un trésor. C'était la meilleure des vengeances. Construire une vie magnifique à partir des ruines qu'ils avaient essayé de créer et m'assurer qu'ils savaient exactement ce qu'ils avaient perdu par leur propre choix maléfique. La justice avait été rendue. Ma famille était détruite. Et j'étais enfin, vraiment, libre.